Quand un jeune soldat verrouille la porte du coffre africain, Paris retient son souffle. Ibrahim Traoré n'a que 25 ans lorsqu'il signe, à Ouagadougou, une loi qui fait trembler un siècle de domination économique. Désormais, chaque once de minerai extrait au Burkina Faso devra être raffiné sur place avant de franchir une frontière. Ce geste, en apparence simple, secoue les fondations mêmes de l'ordre établi, car il s'attaque à la racine du modèle d'exploitation qui a façonné l'Afrique depuis la conférence de Berlin en 1884. En moins d'une journée, les états-majors occidentaux s'embrasent. Les lignes chauffent entre Paris, Londres, Toronto. Les avocats paniquent. Les diplomates jonglent entre menaces à peine déguisées et appels hypocrites à la stabilité. Des réunions d'urgence s'organisent dans les ambassades et les sièges des multinationales. On se souvient alors de la nationalisation du pétrole mexicain par Lázaro Cárdenas en 1938, ou de la prise de contrôle du canal de Suez par Nasser en 1956. Chaque fois, l'Occident a réagi avec force et manœuvre, craignant de perdre un accès vital à des ressources stratégiques. La France, pilier d'un empire économique vieux de plus d'un siècle, sort de sa réserve. Discrètement, elle rappelle à l'ordre, invoquant ces règles non dites qui garantissent, depuis des générations, le contrôle des richesses africaines. À l'Élysée, l'alarme retentit. Ce geste n'est pas un simple caprice burkinabé, mais une déclaration de guerre économique. L'histoire retient que jadis, la France n'a pas hésité à intervenir militairement au Gabon en 1974 pour préserver ses intérêts pétroliers. Aujourd'hui, ce sont d'autres leviers, économiques, diplomatiques, juridiques, qui sont mobilisés. Traoré vient de franchir une ligne que nul dirigeant africain n'avait osé dépasser. Verrouiller la fortune là où elle naît. Fini les cargaisons d'or quittant le pays sans passer par la raffinerie locale. Fini le manganèse qui disparaît vers des usines étrangères. Désormais, la valeur ajoutée, les emplois, l'avenir industriel, se jouent à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, ou nulle part. Pour illustrer, rappelons-nous l'exemple du Botswana, qui a exigé il y a 10 ans que les diamants bruts soient taillés et polis localement, créant des milliers d'emplois et faisant émerger une nouvelle classe moyenne. Dans les coulisses, les géants miniers internationaux frôlent la panique. Leur modèle centenaire vacille. Extraire à bas prix, expédier brut, transformer ailleurs. Profit, technologie, marge, tout s'accumulait hors d'Afrique. En une signature, ce schéma explose. Imaginez le PDG d'une grande compagnie canadienne découvrant que ses profits trimestriels pourraient s'effondrer et que son conseil d'administration exige des explications immédiates. 72 heures. C'est le délai que se donne Paris pour organiser la riposte. Pression diplomatique, menaces économiques, recours à des clauses juridiques héritées du passé colonial. Le sort du Burkina Faso et de toute l'Afrique francophone de l'Ouest se joue à cet instant. C'est un compte à rebours digne des crises majeures, comme lors de l'embargo pétrolier arabe de 1973, où chaque heure pouvait faire basculer l'économie mondiale. Le risque ? Gagner une souveraineté économique que nul pays n'a jamais atteinte, ou replonger dans la spirale de la pauvreté, de la répression, de la dépendance étrangère. On se rappelle la tentative de Thomas Sankara dans les années 80, qui voulait rompre avec la dette et l'aide internationale. Son assassinat brutal a rappelé à tous le prix à payer pour l'indépendance véritable. Mais pourquoi cette signature fait-elle trembler l'ordre mondial ? Pour comprendre, il faut remonter le fil de la dépendance organisée et de l'extraction contrôlée. Tout a commencé bien avant Traoré, dans les bureaux feutrés des premières compagnies coloniales. Pour saisir la portée du séisme actuel, il faut revenir aux origines du pacte minier africain. Au début du XXe siècle, la Compagnie française des mines du Niger s'est vue octroyer, par décret, l'exclusivité de l'exploitation contre quelques taxes dérisoires. Résultat, durant plus de 50 ans, l'uranium nigérien a alimenté les centrales nucléaires françaises, pendant que la population locale restait sans électricité. Pourquoi l'or extrait au Burkina Faso vaut-il 3 fois moins que celui vendu à Londres ? Parce que l'Afrique reste enfermée dans un système d'extraction. Ses ressources partent, sa richesse s'évapore,
et il ne reste sur place que des miettes. C'est le syndrome du cacao ivoirien. La Côte d'Ivoire produit près de 40% du cacao mondial, mais n'exporte que des fèves brutes. Le chocolat, la vraie richesse, se fabrique en Suisse ou en Belgique. Depuis des dizaines d'années, des tonnes d'or, de manganèse, de phosphate et d'autres minerais quittent le continent sans jamais y être transformés. Les matières premières s'envolent, brutes, par cargos entiers, vers des raffineries lointaines. Ce schéma rappelle celui du Congo belge, où les matières premières partaient vers Anvers, laissant le pays sans industrie. Aux commandes, des multinationales. Elles extraient le minerai, l'exportent, le transforment à l'étranger et raflent l'essentiel des profits. Les dividendes, la technologie, les emplois qualifiés, les chaînes de valeur industrielle. Tout cela se construit à Toronto, à Londres, à Pékin, jamais à Ouagadougou ou Bamako. Les exemples abondent. Au Ghana, la bauxite part en Chine, tandis que les usines d'aluminium sont construites à Shanghai. La différence de valeur est vertigineuse. Un gramme d'or raffiné et vendu à Londres ou Dubaï vaut 3 fois plus que celui extrait au Burkina Faso. Cette marge ne sert pas simplement à enrichir les actionnaires étrangers. Elle finance des écoles, des routes, des hôpitaux, mais toujours loin de l'Afrique. À Genève, le siège de grandes sociétés de négoce affiche des bénéfices records, tandis qu'à Bobo-Dioulasso, l'hôpital manque de médicaments. Résultat, les États africains exportent pour des milliards de dollars, mais importent à prix d'or les produits qu'ils auraient pu fabriquer. L'industrialisation, la formation d'ingénieurs, les emplois d'avenir restent hors de portée pour la jeunesse locale. Un paradoxe cruel. Le Burkina Faso, producteur de coton, importe la plupart de ses vêtements et textiles de Chine ou du Bangladesh. La même logique se retrouve au Nigeria pour le pétrole. Le pays exporte du brut et importe de l'essence raffinée. Ce système est aussi politique. En Afrique de l'Ouest, la France-Afrique impose ses règles. Le franc CFA, arrimé à la Banque de France, lie 14 pays à Paris et aux réserves du Trésor français. Les contrats miniers sont négociés, signés, parfois rédigés dans les capitales européennes. Même les bases militaires protègent autant les populations que les intérêts stratégiques des puissances étrangères. En 1996, la dévaluation du franc CFA a appauvri des millions d'Africains, sur décision prise à Paris sans consultation locale. Tant que ce cycle perdure, l'Afrique s'appauvrit en exportant la clé de son développement. Rompre ce modèle, c'est risquer l'isolement, les pressions, voire le conflit. On se souvient encore des sanctions contre la Guinée de Sékou Touré en 1958, pour avoir dit non à la France. C'est cet équilibre explosif qu'un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, a décidé d'attaquer. La loi qu'il vient de signer vise le cœur du système. Comme Patrice Lumumba, qui rêvait d'un Congo maître de son cuivre et de son cobalt, Traoré veut que les richesses nationales profitent d'abord au peuple. Mais la théorie du changement heurte vite la réalité. Quelle force va-t-il déclencher et jusqu'où le système acceptera-t-il d'être bousculé? À chaque réforme audacieuse, l'exemple du Venezuela d'Hugo Chavez revient. Nationaliser le pétrole, c'est aussi s'exposer à des embargos ou à des tentatives de déstabilisation. Et si dire non à l'exportation brute de son or équivalait à une déclaration de guerre économique? Voilà le pari d'Ibrahim Traoré qui vient d'imposer une règle inédite. Désormais, aucune ressource ne quittera le Burkina Faso sans avoir d'abord enrichi le pays. Transformer sur place, créer des emplois, bâtir une valeur ajoutée, telle est la nouvelle condition pour toute compagnie étrangère. Le message est limpide. Fini le pillage à ciel ouvert. Chaque gramme d'or, chaque tonne de manganèse, chaque kilo de phosphate devra d'abord servir le Burkina Faso avant de remplir les coffres d'ailleurs. À Paris, Londres, Toronto, la riposte s'organise dans l'ombre. Juristes affolés, diplomates au ton glacial, médias occidentaux multipliant les reportages alarmistes. La pression monte, palpable. La France, chef de file, déploie son arsenal. Menaces de poursuite, rappel au droit international, promesses de représailles commerciales. Les grandes compagnies minières agitent la menace de procès retentissants, réclament des dédommagements,
évoquent un retrait massif. L'histoire a montré, en Iran en 1953, que la nationalisation du pétrole a entraîné un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6 pour protéger les intérêts occidentaux. Dans les studios télé et sur les réseaux sociaux, la figure de Traoré est méthodiquement attaquée. Son gouvernement est qualifié d'isolé, d'imprudent, d'inexpérimenté. La stabilité du pays est remise en cause. Qui oserait investir dans un État prêt à tout bouleverser? Les éditorialistes s'interrogent. Traoré est-il un héros de la souveraineté ou le fossoyeur de l'économie? Mais face à la tempête, le jeune capitaine ne plie pas. Il assume le bras de fer, répétant que la vraie folie serait de perpétuer le cycle du pillage, celui qui appauvrit tout un peuple pendant que d'autres s'enrichissent. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est immense. Imposer un précédent, prouver qu'une nation africaine peut dicter ses propres règles, ou bien être brisée, isolée, réduite au silence. Si Traoré réussit, c'est toute l'Afrique qui pourrait s'inspirer de son audace. Mais s'il échoue, la leçon sera terrible. Défier l'ordre mondial, c'est risquer d'être sacrifié sans pitié et voir le silence retomber sur un continent qui rêve de justice. Le cas du Ghana, qui a tenté de fixer un prix plancher pour son cacao dans les années 2010, rappelle combien il est difficile d'imposer sa volonté aux géants mondiaux. Ce bras de fer ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Déjà, la rumeur enfle dans les couloirs du pouvoir à Bamako, Niamey, Dakar. Et si, pour la première fois, l'Afrique francophone tenait enfin une chance de tourner la page du pillage? Mais dans l'ombre, un autre acteur s'invite dans la partie. Les regards se tournent vers l'Est, où de nouveaux partenaires flairent l'opportunité d'un basculement. La Chine, la Russie, la Turquie multiplient les visites officielles, proposent des accords de transfert de technologie ou la construction de raffineries clés en main. En Éthiopie, le partenariat avec la Chine a permis la mise en place d'une zone industrielle qui emploie désormais des milliers de locaux. Si le Burkina Faso tient bon, qui osera suivre? La nouvelle loi sur la souveraineté minière ne bouleverse pas seulement Ouagadougou. Elle secoue tout l'équilibre régional, faisant naître des envies de rupture dans les capitales voisines. On évoque à Bamako une réforme similaire pour l'or, à Niamey pour l'uranium, à Dakar pour les phosphates, à Abidjan pour le cacao. À Bamako, Niamey, Dakar, Abidjan, l'exemple burkinabé fait vibrer les débats. Les dirigeants observent, hésitent, et si le Mali imposait la transformation locale de son or? Si le Niger raffinait son uranium sur place? Si le Sénégal cessait d'exporter ses arachides bruts? Si la Côte d'Ivoire gardait son cacao pour l'industrialiser elle-même? Chaque pays commence à rêver de sa propre souveraineté économique. Au Sénégal, par exemple, une initiative pilote vise déjà à transformer localement une partie des arachides, créant de nouveaux emplois agricoles. Pour la France, le danger est immense. Perdre l'accès direct à l'uranium nigérien mettrait en péril sa production d'électricité. Voir s'éloigner le cacao ivoirien, l'or du Burkina ou du Mali, d'autres matières premières vitales, bouleverserait les marchés mondiaux. Paris voit poindre la fin d'un siècle d'influence en Afrique de l'Ouest, un recul à la fois symbolique et concret. Le souvenir de la crise ivoirienne de 2004, quand la France a dû évacuer ses ressortissants et revoir ses positions, reste vivace. Les interventions militaires à la hâte semblent appartenir au passé. La lutte pour l'Afrique se joue maintenant sur d'autres fronts. La Russie avance ses pions, la Chine multiplie ses investissements, la Turquie propose routes et usines. Le continent devient le théâtre d'une guerre d'influence économique où chaque puissance tente de séduire des États en quête d'alternatives. En Angola, la diversification des partenaires a permis une croissance industrielle rapide, bien que fragile. Mais cette rivalité offre une chance unique à l'Afrique. Pour la première fois depuis les indépendances, les pays africains peuvent négocier avec plusieurs partenaires, réclamer des transferts de technologie et limiter leur dépendance à une seule ancienne puissance coloniale. L'exemple du Maroc, qui a développé son industrie des phosphates avec des partenaires asiatiques, montre qu'une nouvelle voie est possible. Le danger demeure. Les menaces de sanctions, la fermeture de certains marchés ou même des tentatives de déstabilisation rôdent. Pourtant, l'espoir prime.
accéder enfin à l'industrialisation et à la prospérité, sans répéter les erreurs du passé. À chaque étape, les dirigeants africains scrutent les leçons de l'Algérie post-indépendance, qui a connu des avancées, mais aussi de nombreux blocages. Le plus difficile commence, transformer l'audace du Burkina en résultat durable, sans tomber dans de nouveaux pièges. La tentation de confier de nouveaux monopoles à d'autres puissances existe. Seuls des mécanismes de contrôle stricts et une implication citoyenne peuvent garantir que la richesse ne soit pas capturée par une nouvelle élite. Mais dans les coulisses, les résistances s'organisent déjà. Les intérêts menacés ne comptent pas rester les bras croisés. Les anciens partenaires économiques tentent de négocier des exemptions, de retarder la mise en œuvre ou de diviser l'opinion publique à coups de campagnes médiatiques. À titre d'exemple, lors de la nationalisation du cuivre en Zambie, les compagnies étrangères ont cherché à saboter la production en retirant leurs cadres techniques. Transformer l'or en emploi, rêve lointain ou début d'une ère nouvelle pour l'Afrique. Au Burkina Faso, la loi a tranché. Désormais, chaque société étrangère exploitant une mine doit soumettre un plan précis pour transformer les ressources sur place. Ce n'est plus un choix, mais une règle gravée dans le code minier. Les entreprises d'État subissent une refonte profonde. Les quotas de contenu local deviennent la norme, pas l'exception. L'État impose aussi la formation obligatoire de techniciens locaux, inspirée du modèle sud-africain dans le secteur du platine. Mais sur le terrain, la lutte ne fait que commencer. Les menaces d'isolement international planent, les tentatives de sabotage se multiplient, et certains investisseurs tentent de freiner la marche. Pourtant, la population soutient massivement la réforme. De nouveaux partenaires apparaissent, des alliances avec d'autres puissances émergentes se tissent, la solidarité régionale se renforce. À Ouagadougou, des ateliers de formation professionnelle ouvrent leurs portes, donnant espoir à des milliers de jeunes. Tenir le cap reste difficile. Il faut résister à la pression étrangère, éviter les divisions internes, et prouver, chiffres à l'appui, que la souveraineté économique peut changer la vie quotidienne. Former des ingénieurs, installer des usines pour transformer l'or, le manganèse ou le phosphate burkinabé sur place. Voilà le vrai défi. L'exemple du Rwanda, qui a réussi à transformer localement une partie de ses minerais de coltan, prouve que le pari est possible, même pour un petit pays enclavé. Le Burkina Faso avance avec peu de capitaux, des infrastructures fragiles, une vraie dépendance technologique. Pourtant, la détermination est là. Chaque succès, même modeste, nourrit l'espoir bien au-delà des frontières. Chaque revers est observé de près par ceux qui souhaitent voir l'expérience échouer. À chaque embauche dans une nouvelle raffinerie, c'est la promesse d'un avenir meilleur qui renaît. Si le Burkina Faso tient bon, il deviendra le symbole d'un avenir africain possible. Si le projet échoue, le message sera rude. Défier l'ordre établi à un prix redoutable. L'histoire du Zimbabwe, qui a souffert d'un isolement économique après la réforme agraire, sert de rappel que la souveraineté économique s'accompagne de risques majeurs. Dans ce laboratoire burkinabé, toute l'Afrique observe, espère ou s'inquiète. L'histoire ne se joue pas qu'à Ouagadougou. Elle concerne chaque citoyen africain, chaque décideur, et tous ceux, à Paris ou ailleurs, qui devront choisir leur camp. Les sociétés civiles, les syndicats, les entrepreneurs locaux sont appelés à jouer un rôle clé pour éviter que la réforme ne soit confisquée par une minorité. Mais à quoi ressemble concrètement cette transformation sur le terrain? Pour comprendre, il faut entrer dans une mine, rencontrer ceux qui vivent ce bouleversement au quotidien. Dans la région de Houndé, par exemple, une nouvelle unité de raffinage emploie déjà plus de 200 ouvriers locaux, dont la plupart n'avaient jamais travaillé dans l'industrie auparavant. Les écoles techniques adaptent leurs programmes pour former des métallurgistes et des ingénieurs. Un ancien conducteur de camion, aujourd'hui chef d'équipe dans la raffinerie, témoigne. Pour la première fois, je vois l'or rester ici, construire des écoles, des dispensaires, des routes. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus la permission de personne. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la souveraineté économique ne se discute plus à huis clos dans les salons des anciennes puissances coloniales, mais dans les rues de Ouagadougou,
porté par une génération décidée à forcer le destin. La jeunesse, connectée et informée, exige des comptes et refuse de voir son avenir bradé. Des mouvements citoyens organisent des campagnes pour acheter local, soutenir les produits transformés sur place et dénoncer les complicités internes. Ce choix audacieux, incarné par un dirigeant de moins de 30 ans, bouleverse l'ordre établi. Refuser d'exporter la richesse brute, imposer la transformation locale, exiger des emplois et l'élévation des compétences sur le sol africain, c'est la promesse d'une révolution lente, mais inarrêtable. Ibrahim Traoré n'a pas seulement signé une loi, il a lancé un défi frontal à tout un système qui, depuis plus de 100 années, organise l'appauvrissement du continent en échange de promesses sans lendemain. Les générations précédentes ont vu les mêmes promesses d'industrialisation non tenues. Aujourd'hui, la société civile exige des résultats concrets. Les réactions hostiles venues de Paris, de Londres ou de Toronto ne sont pas que diplomatiques. Elles rappellent que le contrôle des matières premières africaines est le nerf caché d'une économie mondiale qui ne tolère pas la perte de ses marges. Les pressions, les menaces juridiques, la peur d'un effet domino, tout montre que ce système sent le sol se dérober sous ses pieds. Mais cette fois, la rupture semble inévitable. Les sociétés minières, pour la première fois, acceptent de discuter de transfert de technologie ou de coentreprise avec des partenaires locaux. Désormais, la vraie question n'est plus de savoir si la souveraineté économique triomphera. Elle est de savoir qui paiera le prix et qui récoltera les fruits. Le Burkina Faso pourra-t-il résister aux représailles, inspirer ses voisins, transformer l'essai en progrès concret? Ou bien l'histoire se répétera-t-elle, avec son cortège de révoltes étouffées, d'élites récupérées, de rêves abandonnés? Car la bataille ne se joue pas seulement dans les palais présidentiels ou les sièges d'entreprises minières. Elle se joue dans la conscience de chaque Africain, de chaque jeune, de chaque citoyen qui devra choisir entre le doute et l'audace. Votre génération décidera si l'Afrique cesse enfin d'exporter son avenir ou si elle continue de brader sa valeur contre de fausses promesses de stabilité. Alors, au-delà des discours, la vraie souveraineté commence-t-elle aujourd'hui ou n'est-ce qu'un épisode de plus dans une longue série de faux départs? Chacun, à son niveau, doit répondre, car l'avenir du continent ne se décidera pas sans vous.